Lyon, France, 14 septembre 2024. Claire Dubois n'avait jamais cru aux phénomènes paranormaux. En tant qu'ingénieure en aérospatiale chez Arianespace, elle vivait dans un monde de calculs précis, de physique vérifiable et de logique implacable. Mais ce matin-là, en regardant son fils Théo dessiner sur le sol de leur salon, quelque chose en elle se brisa. L'enfant de 5 ans avait tracé un schéma d'une complexité stupéfiante. Un module d'atterrissage martien avec des spécifications techniques que même elle aurait eu du mal à reproduire de mémoire. Les moteurs Raptor étaient positionnés exactement là où ils devaient être. Les réservoirs de carburant avaient les bonnes proportions. Et au centre du dessin, écrit en lettres maladroites, mais lisibles, « Station Olympus, 2026. Ne pas y aller. » « Théo, mon chéri, où as-tu vu ça ?» demanda Claire, sa voix tremblante. L'enfant leva ses grands yeux verts vers elle. « C'est là-bas, maman. Là où papa Elon voulait construire la première maison. Mais maintenant, il sait qu'il ne faut pas. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Papa Elon, son fils de 5 ans, venait de mentionner Elon Musk comme s'il le connaissait personnellement. « Théo, tu ne connais pas Monsieur Musk ?» L'enfant secoua sa tête avec une tristesse étrange, trop adulte pour son âge. « Si, maman, je le connais, parce que j'étais là-bas avec lui, dans l'autre temps. » Cette nuit-là, Théo se réveilla en hurlant. Ce n'était pas la première fois ces dernières semaines, mais cette fois, c'était différent. Claire se précipita dans sa chambre et le trouva assis dans son lit, le regard fixe, murmurant des nombres. 93,7 moins 18,2, altitude 3800. Théo, réveille-toi !» L'enfant cligna des yeux et la regarda, confus. Maman, j'étais dans le rouge, tout était rouge et froid, et il y avait ces sons, comme des voix sous la terre. Claire le prit dans ses bras, mais ses mains tremblaient. Les nombres que Théo venait de réciter, elle les reconnaissait. C'étaient des coordonnées géographiques, des coordonnées martiennes. Le lendemain matin, elle appela sa sœur Amélie, psychologue pour enfants à Paris. « Il fait des cauchemars », expliqua Claire. « Mais ce ne sont pas des cauchemars normaux. Il parle de Mars, de missions spatiales, de choses qu'un enfant de 5 ans ne devrait pas connaître. Peut-être qu'il a vu des documentaires, des vidéos en ligne. Amélie, il a dessiné un module d'atterrissage Starship avec une précision technique que même mes collègues auraient du mal à atteindre. Et il a mentionné un projet appelé Station Olympus. J'ai vérifié. C'est un nom de code interne que SpaceX utilise pour leur base martienne planifiée. Ce n'est pas public. » Un long silence au téléphone. Puis, « Je pense que tu devrais consulter quelqu'un de spécialisé. Et Claire, documente tout, filme-le, enregistre ce qu'il dit. Si c'est sérieux, nous aurons besoin de preuves. » 3 jours plus tard, Théo fit quelque chose qui terrorisa complètement sa mère. Il prit tous ses blocs de construction Lego et passa 6 heures sans interruption à construire une structure complexe. Pas un château, pas un vaisseau spatial jouet, une reproduction miniature mais incroyablement détaillée d'un habitat martien, avec module de vie, serre hydroponique et unité de forage pour l'extraction d'eau souterraine. Claire filma tout. Quand Théo termina, il se retourna vers elle. « C'est comme ça que ça devait être, maman. Mais maintenant, papa Elon sait qu'il ne faut pas creuser trop profond, parce que sous la glace, à 47 mètres, il y a quelque chose qui dort, et il ne faut pas le réveiller. » « Quelque chose qui dort ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Théo baissa la voix, comme s'il avait peur d'être entendu. « Les anciens, ils sont là depuis très longtemps, avant les dinosaures, avant tout. Mars était leur maison, mais ils ont dû dormir quand tout est devenu froid. » Claire sentit sa gorge se serrer. « Théo, comment sais-tu tout ça ?»« Parce que j'étais Dr Laurent dans l'autre temps. J'étais géologue sur la mission Alpha 7 en 2031, et j'ai creusé là où il ne fallait pas. » Claire ne dormait plus. Elle passait ses nuits à chercher sur Internet, à consulter des forums de parents d'enfants spéciaux, à lire sur les phénomènes de mémoire de vies antérieures. Rien ne correspondait vraiment à ce que vivait Théo. Un soir, alors qu'elle travaillait sur son ordinateur, Théo entra dans son bureau. Il posa une feuille de papier sur son clavier. « Tu dois envoyer ça à papa Elon, c'est important. » Sur la feuille, dessinée avec une précision étrange, se trouvaient des symboles géométriques complexes, des hexagones imbriqués, des spirales mathématiques et une série de chiffres. 18 degrés 23 N, 77 degrés 50 W, ne pas forer au-delà de 40 mètres, danger absolu. « Théo, d'où vient ça ?»« C'est l'avertissement, maman, celui que nous aurions dû écouter. Dans l'autre temps, nous avons foré jusqu'à 63 mètres, et c'est là que tout a commencé. Les vibrations, les rêves, la disparition de Sarah. » Claire sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. « Qui est Sarah ?» Elle était botaniste, elle s'occupait des plantes dans la serre, elle a été la première à les entendre,
à ressentir leur présence. Après, elle ne voulait plus dormir. Elle disait qu'ils venaient dans ses rêves, qu'ils lui montraient leur monde d'avant, quand Mars avait des océans et un ciel bleu. L'enfant s'arrêta, les larmes coulant sur ses joues. Le jour 89, Sarah a disparu. Elle est sortie pendant une tempête de poussière. Nous ne l'avons jamais retrouvée. Mais moi, je sais où elle est allée. Elle est descendue, dans les tunnels, là où ils dorment. Claire ne pouvait plus nier l'évidence. Son fils décrivait quelque chose de trop précis, de trop cohérent pour être une simple imagination d'enfant. Cette nuit-là, elle fit quelque chose d'illégal et de désespéré. Elle utilisa ses accès professionnels chez Arianespace pour pirater les serveurs de communication interagence spatiale et envoya un email crypté directement au bureau de SpaceX en Californie. Objet, information critique concernant mission Mars 2026. Monsieur Musk, je sais que cela semblera fou, mais je dois vous informer d'une situation extraordinaire. Mon fils de 5 ans possède des informations détaillées sur vos projets martiens, incluant des coordonnées spécifiques et des avertissements sur des dangers souterrains. Il prétend avoir vécu une mission future qui a mal tourné. Je joins des vidéos et dessins comme preuve. Je vous en prie, prenez ceci au sérieux. Les coordonnées qu'il a mentionnées pourraient être cruciales. Claire Dubois, ingénieure aérospatiale, Lyon, France. Elle appuya sur envoyer, en sachant qu'elle risquait sa carrière, peut-être même des poursuites judiciaires. Mais si son fils disait vrai, 48 heures passèrent sans réponse. Claire commençait à penser qu'elle avait fait une terrible erreur. Puis, un matin, son téléphone sonna. Numéro inconnu, international. Madame Dubois, ici Marcus Reeves. Je travaille pour SpaceX. Monsieur Musk souhaite parler avec vous et votre fils. Immédiatement. Le sang de Claire se glaça. Comment savez-vous que c'est légitime? Comment puis-je regarder votre email maintenant? Un nouveau message venait d'arriver. L'adresse elon@spacex.com. Authentifié. Vérifié. Madame Dubois, les coordonnées que votre fils a fournies correspondent exactement à une zone que nous avions identifiée pour notre premier forage profond. Une zone que j'ai personnellement retirée du planning il y a 3 semaines, suite à des préoccupations similaires. Nous devons parler. Je serai à Paris demain. Un jet privé viendra vous chercher, vous et Théo, à Lyon à 14h. S'il vous plaît, venez. C'est urgent. Et M. Claire relut le message 5 fois. Elon Musk. Le vrai Elon Musk? Il voulait rencontrer son fils? Le lendemain, à l'heure dite, un jet Gulfstream noir se posa à l'aéroport de Lyon-Bron. Un garde de sécurité escorta Claire et Théo à bord. L'intérieur était luxueux mais sobre. Pas de passagers. Juste eux et l'équipage. le vol jusqu'à Paris dura moins d'1 heure. Une voiture les attendait, les conduisant non pas vers un hôtel ou un bureau, mais vers une installation ultra sécurisée dans la banlieue parisienne. Un centre de recherche européen partagé par ESA et plusieurs partenaires privés, dont SpaceX. Dans une salle de conférence sans fenêtre, Elon Musk les attendait. Il n'était pas seul. Avec lui se trouvaient 3 personnes. Une femme en blouse blanche, présentée comme Dr Nina Petrov, neuroscientifique, un homme d'une 50aine d'années, Jacques Moreau, directeur technique ESA, et une jeune femme aux traits asiatiques, Mei Chen, spécialiste en intelligence artificielle. Musk se leva et tendit la main à Claire, puis s'agenouilla devant Théo. « Bonjour Théo, on m'a dit que tu avais des choses importantes à me raconter. » L'enfant le regarda droit dans les yeux. « Bonjour papa Elon, tu sais déjà pourquoi je suis là? Tu as fait les mêmes rêves que moi. » Le visage de Musk se figea. Personne dans la salle ne parlait. « Comment sais-tu ça ?» demanda-t-il doucement. « Parce que tu étais là aussi? Pas physiquement, mais ton esprit était connecté au système de communication de la base. Le jour 112, quand nous avons activé le premier relais quantique, tu as ressenti quelque chose, une présence, un murmure dans ta tête. Et depuis, tu ne dors pas bien. » Musk recula d'un pas, visiblement secoué. « Personne ne sait ça, je n'en ai parlé à personne. Je sais, parce que tu as peur qu'on pense que tu deviens fou. Mais tu ne l'es pas, ils essayent de te prévenir, comme ils m'ont prévenu moi. » Dr Petrov intervint. « Théo, nous allons te poser quelques questions, d'accord? Ce n'est pas un examen, c'est juste pour comprendre. » L'enfant hocha la tête. « Peux-tu nous décrire Mars? À quoi ça ressemble? Le ciel est rose pêche pendant le jour, pas bleu comme ici. La gravité est plus faible, environ 38% de la Terre, donc on se sent léger. Mais pas trop, sinon les muscles s'atrophient. Le sol est rougeâtre, avec beaucoup de roches basaltiques et de régolithes fins qui collent aux combinaisons. Les tempêtes de poussière peuvent durer des semaines. » Jacques Moreau prit des notes frénétiquement. Cette description correspondait exactement aux données des rovers. « Parle-nous de la mission Alpha 7, demanda Musk. « Qu'est-ce que c'était ?» Théo ferma les yeux comme s'il se souvenait. « C'était la 3e mission habitée. Nous étions 8. Le commandant était Karen Steele. Le but était d'établir une base permanente dans Deuteronolus Monse.
une région avec beaucoup de glace souterraine. Nous devions forer pour extraire l'eau, la purifier, l'électrolyser pour produire de l'oxygène et du carburant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons foré au mauvais endroit. Les scans radars montraient une grande poche de glace à 40 mètres, parfait pour nos besoins, mais les scans ne montraient pas ce qu'il y avait en dessous. À 47 mètres, nous avons percé quelque chose, une cavité, un tunnel artificiel. La salle était silencieuse comme une tombe. Artificiel? Répéta Mei-Chen. Tu veux dire construit par quelqu'un? Théo ouvrit les yeux. Construit par les anciens, ceux qui vivaient sur Mars il y a 300 000 ans, quand la planète était encore habitable. Ils savaient que leur monde mourrait, alors ils se sont réfugiés sous terre. Ils ont construit des cités souterraines massives, connectées par des milliers de kilomètres de tunnels, et quand l'atmosphère a complètement disparu, ils sont entrés en stase. Un sommeil qui devait durer jusqu'à ce que Mars redevienne habitable. Ou jusqu'à ce que quelqu'un vienne et les réveille, murmura Musk. Théo hocha gravement la tête. Quand nous avons percé leur tunnel, nous avons perturbé les systèmes de stase. Les vibrations, le changement de pression, cela a déclenché des protocoles d'éveil. Au début, nous ne savions pas, nous pensions juste avoir découvert des ruines fascinantes. Karen a demandé l'autorisation à la Terre d'explorer. Permission accordée. Et ensuite, Sarah a été la première à descendre, avec moi, et 2 autres. Nous avons parcouru 3 km dans les tunnels. Les murs étaient lisses, trop lisses pour être naturels, et il y avait des symboles gravés partout. Les mêmes symboles que j'ai dessinés pour maman. Théo prit un stylo et dessina rapidement sur une feuille. Des hexagones entrelacés avec des spirales mathématiques à l'intérieur. Mei-Chen sursauta. « Ces symboles, je les connais. Ou plutôt, notre IA les a détectés. » Tout le monde se tourna vers elle. Il y a 6 mois, nous avons analysé des images haute résolution du Mars Reconnaissance Orbiter. Dans certaines formations rocheuses de Deuteronilus mensae, nos algorithmes ont détecté des motifs géométriques non naturels. Nous pensions que c'était juste de l'appareil Dolly, notre cerveau voyant des formes là où il n'y en a pas. Mais maintenant, elle sortit une tablette et montra des images satellites. Agrandies, retravaillées, mais indéniables. Les mêmes symboles que Théo venait de dessiner. Gravés dans la roche martienne. Visibles depuis l'espace. Musk pâlit. Combien de personnes savent ça? 3, répondit May. Moi, le responsable du traitement d'images, et toi maintenant. Gardons-le ainsi, dit Musk fermement. Puis, se tournant vers Théo, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez exploré plus profondément? Théo tremblait maintenant. Claire voulut intervenir, mais Dr Petrov lui fit signe d'attendre. « Nous avons trouvé une chambre, » murmura l'enfant. « Immense, peut-être 200 mètres de diamètre, 50 mètres de haut, et dedans, des milliers de capsules, translucides. On pouvait voir à travers. »« Voir quoi ?» demanda Musk, sa voix tendue. « Eux, les anciens. Ils ressemblent presque à nous, mais différents. Plus grands, environ 2,5 mètres. Leurs crânes sont légèrement allongés, leurs mains ont 6 doigts, et ils sont magnifiques. Même endormis, ils semblaient sereins, paisibles. Combien étaient-ils ? Nous avons compté au moins 2000 capsules dans cette seule chambre, et Sarah a dit qu'elle ressentait d'autres présences plus profondément, peut-être des dizaines de milliers à travers toute la planète. Musk se leva et fit les 100 pas. Et ils se sont réveillés ? Pas immédiatement, mais nos instruments ont détecté une activité énergétique croissante. Les capsules commençaient à briller faiblement, vert pâle, et nous avons commencé à entendre des sons, pas vraiment des sons, plutôt des vibrations, ressenties dans tout le corps, comme une communication télépathique primitive. Qu'est-ce qu'ils communiquaient ? Peur, confusion, et ensuite colère. Ils nous percevaient comme une menace, des envahisseurs qui avaient violé leur sanctuaire. Théo essuya ses larmes. Karen a ordonné le retrait immédiat. Nous sommes remontés à la base, mais c'était trop tard. Sarah refusait de partir. Elle disait qu'elle devait rester, qu'ils l'appelaient, qu'ils avaient besoin d'elle pour les comprendre. Le jour 89, pendant une tempête de poussière massive, Sarah a quitté la base. Elle a désactivé son balise de localisation. Nous l'avons cherchée pendant des jours. Rien. Et ensuite, les autres membres de l'équipe ont commencé à avoir des hallucinations, des visions des anciens, de Mars avant la catastrophe, d'océans bleus, sous un ciel épais. Certains arrêtaient de dormir, d'autres ne voulaient plus manger. Karen a appelé la Terre, demandé une évacuation d'urgence. Qu'a répondu la Terre ? Vous avez dit non. Toi, Papa Elon, tu as dit que c'était probablement des effets psychologiques de l'isolement, que nous devions tenir bon, qu'une mission de secours prendrait 8 mois à arriver. Tu as dit qu'abandonner maintenant détruirait toute chance de colonisation future. Karen t'a supplié, mais tu as refusé. Alors, elle a pris une décision. Laquelle ? Le jour Centrum 4, elle a scellé la base, rassemblé l'équipe survivante, nous n'étions plus que 5, et a programmé une transmission automatique vers la Terre. Un message d'avertissement complet, avec toutes les données, toutes les preuves.
Puis, elle a détruit notre système de communication pour que tu ne puisses pas nous empêcher de partir. Partir où? Dans les tunnels. Karen a décidé que si nous devions mourir, autant que ce soit en essayant de comprendre. Nous sommes descendus. Nous avons atteint la chambre d'éveil. Et là, quelque chose d'incroyable s'est produit. Théo sourit à travers ses larmes. Ils ne voulaient pas nous tuer. Ils avaient juste peur. Quand nous sommes arrivés sans armes, sans intention hostile, simplement curieux et respectueux, ils nous ont acceptés. Acceptés comment? Sarah était là, vivante. Elle nous attendait. Elle s'était connectée avec eux, d'une manière que je ne comprends toujours pas. Et à travers elle, ils nous ont montré. Montré quoi? Tout. Leur histoire. Comment Mars était autrefois un paradis. Comment une catastrophe cosmique, un impact d'astéroïdes géants, combiné à l'affaiblissement du champ magnétique, avait détruit leur monde en quelques générations. Comment ils avaient tout essayé pour sauver leur civilisation. Et comment, finalement, ils avaient choisi le sommeil, espérant qu'un jour, peut-être dans des millions d'années, les conditions redeviendraient favorables. Mais ils ne sont jamais censés se réveiller maintenant, dit Musk doucement. Mars ne peut pas les supporter, pas encore. Théo hocha la tête. C'est ça le problème, notre forage les a réveillés trop tôt. Et une fois éveillés, leurs systèmes biologiques ont besoin d'une atmosphère dense, d'eau liquide, des conditions que Mars n'a plus. Si tous se réveillent, ils mourront en quelques semaines. C'est pour ça que je suis ici, continua Théo. Dans cette chronologie, Papa Elon, tu n'as pas encore foré à ces coordonnées. Tu as juste commencé à planifier. Les anciens l'ont su. Ils peuvent sentir les intentions, même à travers l'espace et le temps. Alors, ils m'ont envoyé en arrière. Envoyé comment? Je ne comprends pas tout. Quelque chose avec la conscience, avec la mémoire quantique. Docteur Laurent, c'est qui j'étais dans l'autre chronologie, a accepté de laisser son esprit être projeté en arrière, dans le corps d'un enfant qui venait de naître ici, en France, en 2019. Moi. Docteur Petrov intervint, fasciné. C'est théoriquement possible selon certaines interprétations de la mécanique quantique. Si la conscience n'est qu'information, et que l'information peut exister en superposition temporelle, c'est de la folie, murmura Jacques Moreau. C'est la vérité, dit Théo simplement. Et si vous ne me croyez pas, Papa Elon peut vérifier quelque chose. Quoi? Il y a 3 semaines, tu as reçu un rapport d'analyse spectrale du sol martien, zone Deuteronilus Mansei. L'échantillon prélevé par Persévérance montrait des traces de composés organiques complexes inexpliqués, avec des signatures isotopiques impossibles à dater avec nos méthodes actuelles. Tu as classifié ce rapport immédiatement et ordonné à l'équipe scientifique de ne plus publier sur cette zone. Tu l'as fait en secret, sans même en parler à ton conseil d'administration. Musk était blanc comme un linge. Comment peux-tu savoir ça? Ces données sont... Classifié, je sais. Parce que ces composés organiques proviennent des systèmes de survie des capsules de stase. Ils ont commencé à fuir dans le sol il y a environ 50 ans, quand les premières dégradations des structures anciennes ont commencé. C'est un signe que les tunnels ne sont plus complètement stables, et si tu fores au mauvais endroit, tu pourrais déclencher un effondrement catastrophique qui réveillerait des milliers d'anciens simultanément. Musk s'assit lourdement. Qu'est-ce que je dois faire? Changer le plan. Ne fore pas à 18 degrés 23 minutes nord, 78 degrés 50 minutes ouest. Choisis un autre site, plus au nord, loin des zones souterraines. Il y a de la glace ailleurs, dans des zones géologiquement stables, sans risque de perturber quoi que ce soit. Et les anciens, qu'est-ce qu'on fait pour eux? On attend. On colonise Mars prudemment, respectueusement. On évite leur zone. Et dans peut-être 500 ans, quand nous aurons la technologie pour terraformer réellement la planète, pour recréer une atmosphère dense, des océans, alors nous pourrons les réveiller, leur offrir une seconde chance, leur rendre leur monde. La salle resta silencieuse longtemps. Finalement, Musk parla. Et si je refuse? Si je décide que c'est trop important que nous devons prendre le risque? Théo le regarda avec une tristesse infinie. Alors l'histoire se répétera. Tu perdras ton équipe, tu perdras la base, et tu perdras quelque chose de plus précieux, l'opportunité de faire les choses correctement. De montrer que l'humanité peut apprendre de ses erreurs avant même de les commettre. 3 semaines passèrent. Claire et Théo rentrèrent à Lyon, mais ils étaient surveillés. Protection discrète, assurait-on. Musk avait convoqué une réunion d'urgence avec les directeurs de SpaceX, NASA, ESA et plusieurs autres agences spatiales. Le 7 octobre 2024, lors d'une conférence de presse mondiale, Elon Musk annonça un changement majeur dans les plans de colonisation martienne. Après des analyses approfondies et de nouvelles découvertes géologiques, SpaceX a décidé de modifier le site de notre première base permanente sur Mars. Au lieu de Deuteronilus Mansei, nous ciblerons Arcadia Planitia, une région plus sûre et plus adaptée à nos besoins à long terme. Les journalistes posèrent des questions, mais Musk resta vague sur les raisons spécifiques. Cette nuit-là, il appela Claire. « Il dort ?» demanda-t-il. Oui, profondément. C'est la première fois depuis des mois qu'il ne fait pas de cauchemar.
Dites-lui que j'ai compris, que nous ferons les choses bien cette fois. Il le sait déjà, Monsieur Musk. Il dit que vous avez fait le bon choix et que, dans cette chronologie, Sarah ne mourra jamais perdue dans une tempête, parce qu'elle n'existera peut-être même jamais. L'avenir est changé. Pensez-vous vraiment qu'il vient du futur? Que tout ça est réel? Claire regarda son fils endormi, paisible pour la première fois depuis des mois. Je pense que l'univers est plus étrange et plus merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer. Et je pense que, parfois, il nous envoie des messagers pour nous éviter de répéter nos erreurs. Musk resta silencieux un moment. Merci, Madame Dubois, pour avoir écouté votre fils, pour avoir eu le courage de me contacter. Merci à vous d'avoir écouté. Théo avait maintenant 6 ans. Les souvenirs de Dr Laurent s'estompaient lentement, comme promis. Il redevenait un enfant normal, jouant avec ses copains, regardant des dessins animés, apprenant à lire. Mais parfois, la nuit, il se réveillait et regardait par la fenêtre vers les étoiles. Et il souriait. Parce qu'il savait que là-haut, sur la planète rouge, sous des kilomètres de roches et de glace, des milliers d'êtres dormaient paisiblement, attendant, rêvant de leur monde perdu. Et, grâce à un petit garçon français qui se souvenait d'un futur qui ne se produirait jamais, il pourrait continuer à rêver en paix.